entretien aujourd'hui avec Steve Savidan. Parfait. Steve, c'est un grand plaisir. Et je suis en train de... Bon, ça fait un petit moment qu'on parle déjà par téléphone et depuis une bonne vingtaine de minutes là avant l'entretien. Et je suis surpris par... Enfin, surpris non parce que je l'ai constaté, mais t'es toujours super naturel. Bah ouais. Alors des fois on me le reproche. Des fois on me le reproche d'être trop naturel. Mais non, parce que j'ai pas de raison à être beaucoup plus complexe. Et je pense que dans le milieu dans lequel j'évolue, ma simplicité d'un moment qui m'a été reprochée, aujourd'hui ça mène à ce que c'est justement ça qui est en valeur. C'est que la simplicité, c'est la vie normale et tout simplement la vie de tous les jours de tout le monde. Mais on sent que tu as le contact facile et que tu aimes parler avec les gens. Tu aimes les gens. Alors j'aime parler avec les gens, surtout quand je sais que les gens en face de moi sont passionnés. Ça, j'adore, parce que moi aussi je suis passionné. Et quand je suis passionné d'un sujet, je sais que je peux tenir des conversations qui partent des plus de 10 minutes, mais je peux tenir des heures et des heures. La preuve en est, c'est la semaine dernière, on fait un live, et au début c'était parti pour une demi-heure. On a tenu 2h15. D'accord. En live, parce que c'était le moment, on discutait du foot, de l'entraînement, des jeunes, de la formation, de ma vision, aussi de leur vision à eux, parce que j'apprends, parce que je parle peut-être beaucoup, mais t'inquiète pas, j'écoute beaucoup aussi. Et moi j'adore discuter, parce que je pense que c'est en discutant qu'on avance, et justement pas en lançant des pics comme ça à droite à gauche, et puis sans qu'il y ait de débat. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que, tu vois, je me suis documenté, est-ce que l'enfant du lycée Chevrolier, c'est ça, à Angers, quand il était jeune justement, se voyait réaliser un tel parcours? Non, parce qu'en fait, moi, il faut voir à cette époque-là, moi j'étais en BEP MSMA. Donc BEP MSMA, normalement tu n'accèdes pas à la filière, pour le sport-études. Normalement c'est réservé au parcours général. Et puis en fait cette année-là, ils ont fait une exception, parce que j'avais une prof de sport, et c'est ça qui est incroyable, c'était la fille de Raymond Coppa. Raymond Coppa, ouais, j'ai entendu ça. Et en fait elle dit, mais en fait ce gamin-là, il y a un truc. Son père c'est Raymond Coppa, donc je vais dire que c'est pas le plus nul du footballeur, voilà, c'est un peu, elle a été bercée là-dedans. Et en fait Raymond Coppa, je le rencontre, j'ai cette chance, parce que pour moi voilà, c'est une vraie chance et une opportunité. Et il y a des moments comme ça dans une vie où il ne faut pas rater. Mais ce que je retiendrai de ce rendez-vous, c'était son doigt. En fait j'étais assez jeune, il y avait des trophées partout, de ballons d'or et tout. Et en fait parce qu'il avait le doigt coupé. D'accord. Parce qu'il était mineur, il s'était coupé le doigt et tout. Et je me rappelle pratiquement plus du contenu de la conversation et je m'étais resté là-dessus. Et plus tard, en fait, il me dit, mais en fait, moi je me suis permis de dire, allez voir ce gamin sur les terrains et tout. Je dis pas que c'est que grâce à lui, mais en tout cas, il a participé, et c'est pas neutre, il a participé au fait que j'intègre le SCO d'Angers. Est-ce que tu penses que sans ce concours du destin, pas de circonstance du destin, moi je dis, ouais. Finalement peut-être que... Je dis pas finalement que ça ne soit pas arrivé, mais en tout cas ça a provoqué quelque chose peut-être plus rapidement. Ça se serait peut-être provoqué, ou je l'aurais provoqué, ou voilà. Mais on se rend compte que de toute façon, et c'est pour ça que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, à cette simplicité. Il ne faut pas déjà être hautain envers les gens, parce que tu ne sais pas qui tu rencontres, tu ne sais pas qui tu peux rencontrer, tu ne sais pas qui peut t'apporter, et justement se dire que tout le monde peut participer à ton amélioration, à des concours de circonstances, et y a pas, comme tu disais, il n'y a pas de hasard. Mais quand on dit il n'y a pas de hasard, c'est est-ce qu'il se provoque ou est-ce que c'est les autres qui le provoquent pour toi? En fait, il faut être là. Tu sais, un jour, j'ai discuté avec mon fils et je lui dis, mais tu sais pourquoi papa il est toujours en avance? Parce que ça rejoint un petit peu le foot. Et en fait, au SCO d'Angers, j'ai fait mon premier entraînement avec les pros pour un truc, c'est parce que j'étais en avance. J'arrive en avance, et ce qui se passe, c'est qu'il y a un joueur pro qui s'entraînait juste avant, il se blesse pendant l'échauffement. Et là, tu as le coach des pros qui fait, il y avait une opposition, il fait, mais... C'était Hervé Gauthier le coach? Non, c'était Jean-Yves Chay, ouais, à l'époque. Et donc, moi je suis pas loin, tu vois. Steve, allez, va mettre tes affaires et en fait, c'est comme ça. Alors que mes potes sont arrivés un quart d'heure après. Et ça aurait pu être l'un d'eux, et j'étais pas le meilleur à y aller. Mais en fait, j'étais là. Et en fait, ça revient un peu avec le destin. C'est le destin, en fait, il faut être là. Il faut être présent. Quand je dis souvent, il faut être acteur que spectateur. Ça dépend. Il y a des fois, il faut savoir aussi prendre un peu de recul. Mais en tout cas, il faut participer. Et en participant, c'est en créer des échanges, en discutant avec les gens, et de se dire, je ne suis pas plus supérieur à quelqu'un,
et j'ai des choses aussi à apprendre. Donc c'est ça en fait, pour moi, le destin ou l'opportunité, l'opportunisme. C'est de discuter avec les gens et d'être présent en fait, voilà, d'être présent là, quoi. Alors, on continue en parlant de destin, de chance. Angers est rétrogradé administrativement de D1 en national. Ouais, alors de D2 en national, surtout. Ouais, d'accord, pardon, excuse-moi. Et donc ça t'ouvre des portes, puisque la majorité des joueurs, forcément, quittent le club. Ouais, c'est un truc et ça puisse les jeunes pousses du club. Et en fait, il y a Ulrich Ramet déjà à l'époque. Alors Ulrich, quoi, il était là, lui il est parti après, parce qu'il est venu justement à Bordeaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est encore une opportunité. Moi, je suis en réserve, mais quand même avec tous mes potes. Et en fait, dépôt de bilan, le président vient nous voir et nous dit bon, bah c'est simple, pour que le club reparte au niveau professionnel national, parce qu'on a encore le statut pro, on ne peut pas prendre beaucoup de joueurs, et vous êtes tous là. Donc en fait, l'année prochaine, vous êtes là-bas. Fais confiance à l'ossature de Mais jeu. non, c'est pas on fait confiance. On n'a pas le choix. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Et concours de circonstances en plus, et j'en ai rappelé à l'anniversaire du SCO d'Angers, les 90 ans, et on est là, parce que maintenant c'était les 100 ans cette année ou l'année dernière, et en fait, nous sommes la seule génération sur ces 100 ans qui n'avons pas joué au stade Jean-Bouin. Pourquoi? Parce que le club ne pouvait pas payer, parce qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de thunes, l'entretien du stade. Donc on était rétrogradé dans un stade, mais avec une piste autour, il y avait des buts, on avait l'impression que c'était le terrain de 7, quoi. Il n'y avait pas la voie ferrée. Voilà. Il y avait la rocade. Mais en fait, on s'est tous retrouvés à jouer en national. Voilà. Après, le parcours, chacun fait son parcours, il n'y a pas de souci. Mais on s'est tous retrouvés là, bande de gamins, en plus on était tous d'Angers pratiquement, à jouer en national. Ça a plus ou moins bien marché, c'était entre guillemets c'était anecdotique parce que nous on était des joueurs de CFA2 et on arrive pour jouer 3 divisions supérieures, on est payé à 300 francs, parce qu'à l'époque c'était des francs, on est payé 300 francs et nous on tape des déplacements de 13 heures, on va n'importe où en France et on se démarre pas trop mal. Donc oui, c'est encore pas un concours de circonstances au final. Tu te fais remarquer. Ouais. Et tu rejoins la berrichonne de Châteauroux. D'une, je pense qu'on peut dire tes idoles de jeunesse, Joël Batz, qui à l'époque est coach de Châteauroux. Voilà, c'est ça. En fait, maintenant je peux l'appeler Joël, je l'appelle plus coach. En fait, quand il vient au stade, c'était un match contre Fréjus. Et je marque 4 buts. Et il y avait le frère Djorkaeff qui était dans l'équipe. Micha, voilà. Qui jouait à l'époque à Fréjus. Et en fait, on gagne 4-1. Bon, voilà, je marque 4 buts, voilà. Soirée très particulière, parce que voilà, j'ai un petit problème familial à ce moment-là, avec mon père, voilà, tout ça. Donc en fait, je kiffe pas trop la soirée. Sauf que j'apprends, il y avait des gens de Châteauroux, d'autres clubs, mais il y a des gens de Châteauroux, et on m'interpelle. Et quelques jours après, j'ai un ancien Angevin, Cédric Dory, qui lui était pro à Angers, mais qui était à Châteauroux, qui m'appelle et qui me dit voilà, je le connaissais, Cédric. À l'époque de la Grange, tout ça devant. Voilà. Et qui me dit Steve, il y a quelqu'un qui va te contacter, c'est Henri Zambelli, qui a été mon agent pendant toute ma carrière. Il m'appelle, il me dit voilà Steve, je sais que tu n'as pas d'agent, voilà, moi je me propose tes services et on m'a appelé pour toi. Ok, qui? En fait, Joël Batz, Patrick Trottignon, en fait, parce qu'il faut se rappeler que Châteauroux à l'époque c'était la succursale du PSG. Voilà. Et donc j'y vois comme c'est pas une stratégie par rapport au PSG, ça n'avait rien à voir, mais j'avais à peine 20 ans. Bon, tu te dis, ouais, ça peut être un parcours qui suit son truc, et puis si tu restes à Châteauroux, c'est très bien. On l'a vu avec Patrick Mboma, notamment, voilà. de Châteauroux, tout ça qui était parti au PSG. Et donc, il s'avère qu'en une semaine, je signe avec Henri, et la semaine d'après, je signe avec Châteauroux. Mais, il y a un truc à Châteauroux qui se passe. En fait, Joël Batz, moi j'arrive, je vois Joël Batz, mais je le mets là-haut, quoi. Je le mets là-haut. Moi qui suis attaquant, tu te dis, mais tu rêves de te confronter à Joël Batz pour savoir ton niveau, quoi. Et en fait, on signe le contrat. Ils me disent, bon, la semaine prochaine, je dis, non, ça va pas être possible. Ils me disent, comment? Je dis, non, parce qu'en fait, je bosse à la mairie d'Angers. J'avais mon oncle qui travaillait à la mairie d'Angers, qui m'avait eu un entretien avec les services de la municipalité pour être éboueur, voilà. Sauf que je commençais la même semaine. Et les mecs, j'arrive le lundi matin, c'était annoncé partout, l'espoir angevin va signer à Châteauroux un contrat de 3 ans, et moi j'arrive à la Roseraie, à côté de chez moi, dans le truc,
je sais plus comment ça s'appelle, la centrale là où il y a tous les camions qui arrivent. Et en fait j'arrive lundi matin 4h30 en tenue de la mairie d'Angers, fluo, tout machin. Il dit qu'est-ce qu'il fait là Bah je dis non mais moi j'étais embauché là en fait avant. Alors c'était une mission de 2-3 mois si tu veux, quand souvent la légende dit t'as été éboueur. Le sketch avec ton pain Gijol. Voilà, mais t'as été éboueur à partir du moment où tu l'as fait un jour dans l'absolu, tu vois. C'est comme si t'es footballeur professionnel, on s'en fout du nombre de temps que t'as mis dans ta carrière. Ça fait vendre du papier aussi après plus tard. Ça fait vendre du papier plus tard. Ouais. Et donc sauf que c'était assez drôle parce que pendant 1 mois et demi, parce qu'à un moment donné il fallait que je remarraine quand même, et Joël Batz quand je lui dis ça, il me dit eh ben honnêtement vas-y. Tu recommenceras quand tu recommenceras, il n'y a pas de souci, quand tu seras disponible. Et il me fait, non mais déjà, il me dit par contre très bien. Je dis non mais moi je peux pas, c'est mon oncle. Je peux pas lui dire, bah non, vas-y je dégage quoi, c'est bon. Et puis c'est familial, donc tu peux pas quoi. Et donc c'était quand même assez loufoque parce que moi je suis arrivé au moment où il commençait le stage. Donc je suis arrivé, c'était en Savoie, je me rappelle très bien le stage. J'arrive, nouveau, jeune. Et le mec, ils avaient vu partout qu'en fait j'étais éboueur quoi. Tu es pas venu à l'atelier des boires. Non, et donc bah voilà, c'était vraiment incroyable cette période-là quoi. Parce qu'en même temps il fallait gérer le déménagement avec mon épouse, arriver dans une ville. Bon, tu sors d'Angers, c'est pas une très grosse ville, mais c'est quand même une ville. Puis bon, Châteauroux, c'est un peu plus petit qu'Angers quand même. Donc il faut quand même t'as un gamin de la rue, des quartiers, t'arrives et en fait le seul quartier c'est le centre-ville. Donc tu flippes un peu quoi. Donc il faut s'adapter en fait. Alors ensuite il y a le départ de Joël Batz. Et ça c'est un peu. C'est pas un départ. Il se fait virer. Ouais. Et c'est un peu contre-productif pour toi parce que tu avais la confiance quand même de Joël Batz. Et c'est un peu plus compliqué par la suite avec Châteauroux. Bah en fait ce qui se passe, mais ça je l'ai compris bien longtemps après, hein, mais ça on va en discuter après, c'est justement sur la compréhension du métier. Moi en fait j'arrive avec Joël Batz, où je signe 3 ans. Donc c'est pas que je suis en zone de confort, mais en fait j'avais discuté avec lui sur l'apprentissage. Il savait mon parcours qui était assez néant, apprentissage du footballeur, les codes, le centre de formation, la perspective d'avenir. Et puis j'avais aussi une vie moi de jeune. Tu vois, moi je fumais, je sortais, j'étais pas joueur pro moi, hein. Puis j'étais pas en centre de formation, donc, ou très peu. Donc en fait moi j'avais une vie d'un gamin de 18-20 ans quoi. Et donc il m'avait expliqué le processus vers quoi il voulait m'emmener. Puis en plus je marchais bien, tu vois. Et bah, il se fait virer. Je m'en rappelle, je te jure, on arrive sur le parking à Châteauroux, nuit, mais un truc de fou. En déplacement à Laval, on se fait cartonner à Laval, on perd 4-1, on se fait défoncer. Et je vois, en fait, je prends conscience de l'impact, pas des réseaux sociaux à l'époque, mais de la viralité des gens, de l'agressivité. Voiture fracassée sur tout le parking de tous les joueurs. Joël Batz, il y avait le panneau stop dans son pare-brise. Non mais attends, mais je dis, il n'y a pas de respect quoi. Hormis la carrière de joueur, mais du travail quotidien, que t'aies pas de résultat. Mais à un moment donné, il y a une différence entre la passion et l'action. Tu peux très bien être passionné, mais viens tous les jours à l'entraînement voir ce que les gens font. Après, ça peut ne pas marcher. Il faut toujours un premier et un dernier de toute façon. Voilà. Et là, franchement, j'avais pris ça, mais vraiment durement. Je dis, putain, en fait, c'est ça le football. Quand ça marche pas, en fait, t'es une merde, quoi. Et donc, Joël se fait virer. Et dès le lendemain matin, à 10h, on était arrivé, mais tard dans la nuit, hein, il était 2h du matin. Hein. Et à 10h, t'avais déjà le nouvel entraîneur. Thierry Froger ? Ouais. Mais là, mais c'est hallucinant, quoi. On vient de se réveiller, on a encore la crotte dans les yeux. On arrive là, au centre d'entraînement, et t'as déjà le nouvel entraîneur. Mais je dis, c'est un sketch. En fait, voilà, t'es jetable. Ah ouais. T'es du consommable. Limite du papier cul, quoi. Et donc, le nouvel entraîneur arrive, Thierry Froger. Et en fait, Thierry, je le connaissais un peu, parce qu'il était au Mans avant. Et on n'avait pas eu des embrouilles, mais en tout cas, c'était un entraîneur adverse. Bon, on n'avait pas eu des explications, mais pas très loin, quoi. En tout cas, j'ai compris très rapidement qu'il n'appréciait pas du tout la personne qui j'étais. Pas spécialement footballeur, mais la personne que j'étais. Avec ses bons et ses mauvais côtés. Je le comprends très très rapidement. Puis en fait, ça m'a été confirmé, mais très très rapidement. Du style, non mais en fait, je compte pas du tout sur toi. Puis là, mais je dis, ça part en couille en fait. T'as même pas eu l'occasion de faire tes preuves. Bah si, parce que j'avais joué quand même, tu vois, quelques matchs, j'avais marqué 6 buts, tu vois. En Ligue 2, c'était pas trop mal. Et là, t'es au mois d'octobre-novembre. Non, je te parle avec lui, sous cette. Ah oui, en plus, avec lui, oui, pardon, avec lui. Je veux te dire. Et puis là, en fait, je vois que le mec. Il est fermé. Ouais, c'est fermé. Donc là, tu te dis, je dis pas que j'ai beaucoup plus. Là, j'ai pas de maturité. À cet âge-là, j'ai pas de maturité. Je comprends pas vraiment ce qui se passe, quoi.
Et là, j'arrive un jour à l'entraînement, je te jure, je me revois. À Châteauroux, c'est fait, tu as un parking, et tu arrives dans le centre d'entraînement pro, et là, tu passes par la laverie tout de suite à l'intendance, donc là où tu prends ton package de ton entraînement, comment dire, tu changes 2-3 trucs, est-ce qu'il pleut, tu veux ton cahuète, bon, tu vois bien comment ça se passe. Puis là, ça se passe bien, sauf qu'au final, j'ai pas ma panière. Elle me dit, bah non, en fait, Steve, puis je peux pas lui en vouloir. Elle me dit, non, mais Steve, en fait, toi, t'as pas entraînement ce matin. Donc, en fait, t'es pas prévu dans les affaires et tout. Moi, je dis, comment ça? Je dis, bah regarde, au numéro 22, tu dois avoir ma panière, quoi, tu vois. Elle me dit, ah non, non. Puis j'avance, et puis là, barrage. Mais non, mais barrage physique. Et je sens l'embrouille. Style, t'es dans une rue, et tu sens que le mec en face de toi... Il va pas te laisser passer, là. Ouais, blocage, quoi. Ouais, je dis, ok, donc moi, bonjour. Non, non, mais c'est bon, toi, tu dégages et tout, machin. Ouais, ok. Ok. Puis ça part en couille. Bagarre. Ah ouais, carrément. Avec l'entraîneur. Tu t'es battu avec Froger. Ouais. Bagarre. Mais non, mais parce qu'en fait, ça part en couille. Si tu veux, en fait, là, il n'y a plus de position, il n'y a plus de hiérarchie. Alors, à côté de ça, je peux oublier certains détails que même moi, dans l'absolu, parce que j'y ai repensé après, tu vois, je me suis revécu le truc. Putain, mais je me revois, mais collé contre le vestiaire comme ça par le coach, mais prise à la gorge. Non, mais je suis au sol, les anciens, parce que j'étais à côté des anciens dans le vestiaire. Tu rentrais dans le vestiaire, de toute façon, tu pouvais tomber que sur moi. Parce que ordre alphabétique faisait que bah, t'avais Réginald Ray, tout ça, machin qui était à côté de moi. Et là, mes braquages de ouf. Je dis, mais non, mais c'est un truc de dingue. Et là, en te disant ça, je peux avoir oublié des choses, des détails, mais qui m'ont pas paru graves pour en arriver à cette situation-là. Bah, je dis non, c'est chaud quand même. C'est chaud. Donc au final, bon, moi je pars du centre d'entraînement. Et honnêtement, j'ai envie d'être fou là. J'ai ma voiture, j'ai mon Audi A3, je suis sur le parking. Il y a le coach qui a sa moto. J'attends la fin de l'entraînement et je le piste. Et je le lâche pas. Je le course. Je dis, je vais le choper. Je veux là vraiment qu'on ait une discussion tous les deux hors cadre professionnel. C'est ce que là, je goupille. Ah, bah oui, mais je goupille. J'ai dégoupillé quoi, complètement quoi. Pas aucune maîtrise là. Ouais. Réaction à chaud, voilà quoi, sanguin de ouf, tu vois. Bon bref, l'histoire elle s'estompe. Branle-bas de combat, mon agent Henri Hilary du Sud, bordel là-dedans, Châteauroux. Je dis mais en fait, mais c'est pas du tout ça pour moi le football. Mais c'est pas ça que je veux faire en fait. Je veux pas d'embrouille, je veux pas. Et j'ai toujours assez. C'est pas que j'ai fui les embrouilles, je suis pas polémiqueur, je suis pas dans ces embrouilles-là, et déjà très jeune. Et là, statu quo, quoi, c'est-à-dire que tu dégages, quoi. Bah, je dis, ouais, mais ok, mais on fait comment? Parce que j'ai quand même un contrat, quand même. Parce que là, à un moment donné, j'ai quand même un contrat, tu vois. Je veux bien être arrangeant. Donc, mais bon. Ah non, mais même pas, là, on parle même pas de ça. On arrête le contrat, quoi. Ah, mais moi, ça y est, le foot, c'est fini, quoi. Moi, c'est fini, je rentre toujours de chez moi, quoi. Et donc, bon, Henri, il me ramène, il me dit, bon, bah voilà, Steve, tu finis ta saison avec la réserve et tout. Et je vais avec la réserve. André Guédon, décédé aujourd'hui et paix à son âme, qui était un formateur au SCO d'Angers, que je retrouve en fait avec l'équipe réserve. Qui faisait partie de l'épopée de Bastia, c'est ça? Voilà, 78. Ouais. Immense joueur, tu vois, charisme de dingue et tout. Il est décédé il y a pas longtemps. Voilà. Et André, il me prend sous la. Il me dit, bon, Steve, tu vas en tôle, quoi. En plus, la prison était pas très loin du centre d'entraînement. Tu la voyais, tu vois ça. Il dit, bon, bah voilà, tu passes ton temps, quoi. Bah, je dis, ouais, mais je dis, André, c'est pas possible. Et je te jure parce que c'est véridique. Moi qui suis l'ancien pro, bah, le pro, donc quand je descends en réserve, bah, je suis prioritaire, même si je suis pas bon dans l'absolu, c'est comme ça, parce qu'en plus, il faut qu'il me revende, là. En plus, tu vois, il faut qu'il me revende. Et je te jure, sur la tête de mes enfants, Thomas de Séville, jeune professionnel à l'époque, je vais voir André, je dis, franchement, il faut faire jouer Thomas. Ne me fais plus jouer. Ça sert plus à rien. Moi, je vais partir ou je vais arrêter. Mais lui, voilà. Et je me rappelle très bien, parce que Thomas, des fois, ça m'arrivait qu'on déjeune ensemble, et puis après, on a joué ensemble à Valenciennes, tu vois. Et je dis, mais fais-le jouer, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas ne pas donner la chance à un gamin, alors que le pro, lui, c'est pas qu'il est rincé, c'est qu'il jouera plus, de toute façon, tu vois. Et donc, bah, la saison, elle se finit, quoi. Et bah, tu essayes de trouver une solution comme tu peux, quoi. Avec ton agent. T'as beau avoir un contrat, mais en fait, toi, t'es animé par la passion, par un seul truc. Faut que tu joues, faut que tu t'entraînes. Là, c'est Ajaccio après. Et là, coup de téléphone.
Ajaccio. Et là, ça se fait en 10 minutes. Bon, bah voilà, on s'est rencardé avec Châteauroux, c'est bon, prêt ou gratuit, je me rappelle plus les termes, tu vois bien. Donc, est-ce que ça te dit? Et là, tu as le sentiment que tu as un coach qui te veut. Donc, tu vois, tu as joué aussi un peu sur ton ego quand même, l'estime de soi. Bah, tu dis, bah top, il y a quelqu'un qui veut jouer avec toi. Et puis tu restes toujours en Ligue 2 aussi. Et tu restes en Ligue 2. Parce que la Ligue 2, c'était à l'époque quand même, faut reprendre quand même dans le contexte. Si tu pouvais faire une carrière en nationale ou en Ligue 2, mais tu avais fait une belle carrière. Tout à fait. Parce que la Ligue 1, c'est... C'est le son moi, c'est l'apogée. Bah ouais. Tu faisais une belle carrière en Ligue 2, tu gagnais bien ta vie, voilà. T'étais pas visible en plus parce qu'il n'y avait pas de télé à l'époque. Hein. Il y avait le match du lundi à Eurosport, non, déjà quand même? Ouais, t'avais ça, mais t'avais pas vraiment de visibilité, tu vois. T'avais pas les réseaux sociaux, donc tu jouais au foot, quoi. Alors il y a quelque chose qui m'interpelle, j'ai pas les tenants et les aboutissants, tu vas nous le dire toi-même, c'est que tu ne sois resté qu'un an à Ajaccio. Parce que moi, quand je te vois comme ça, pour moi, t'as la mentalité corse. Tu vois, t'es un joueur qui t'es un bagarreur. C'est pour ça que j'ai vécu 20 ans en vacances, et j'ai mes amis là-bas. Tu as le contact facile, tu es un compétiteur aussi. Tu as marqué 6 buts, il me semble, avec Ajaccio. Latéral gauche. En plus, ça je savais pas, tu vois. Donc pourquoi n'être resté qu'une saison? Alors, Anto Bancarel arrive. Anthony Bancarel, ancien de Toulouse et de Bordeaux. Faut savoir qu'Ajaccio, l'ACA, c'était la succursale de l'AS Monaco. Tout à fait. Donc t'avais que des Silva, Schillaci. T'as les Silva à l'aveugle. Toto Schillaci, non mais c'est pareil, j'ai des anecdotes de fou. Moi. Et en fait, ce qui se passe avec Baptiste Gentil, qui est un ami aujourd'hui que je converse, voilà. C'est pas le contexte ne me plaisait pas du tout ça, mais je trouvais que c'était trop tôt pour que j'aille à Ajaccio longtemps. Voilà. Je dis pas que tu peux pas faire une belle carrière à Ajaccio, mais en fait, c'était pas mon envie. Je voulais un peu retourner sur le continent. Voilà, j'avais d'autres envies. Mais surtout, c'est que j'étais prêté. Et donc, et c'est là en fait que c'est pas moi qui décide, c'est que je suis rappelé par Châteauroux pour rentrer. C'est ça le truc de ouf. Parce qu'après, il faut connaître tous les trucs. Je fais une saison bâtie, on prend Anto Bancarel. Il y avait devant mon percho d'ado, il était parti, mais Anto était là, ça marchait bien. Et en fait, moi je courais vite. Donc Bati, il avait besoin d'un latéral gauche. On jouait en 3-5-2. Bon, il me dit, bah, allez, va sur le côté gauche, quoi. Puis au final, tu finis toujours devant, de toute façon, donc tu te prends pas la tête. Il me dit, de toute façon, à gauche, tu prends ton crochet, puis droit, tu frappes, tu te prends pas la tête, tu fais pas de centre. Il me dit, t'occupe pas. De toute façon, tu vas plus vite qu'Anto, donc va devant, quoi. Une fois que t'es parti, vas-y, quoi. Moi, je passe une superbe année. C'est top, j'ai des amis depuis plus de 20 ans à Ajaccio qui sont pas du tout dans le foot. Hein. Toi, moi, quand je vais à Ajaccio, j'atterris et je vais au village, donc c'est vraiment des amis sincères. Et puis, je suis rappelé en fait par Châteauroux. Il me reste 1 an de contrat. Sauf que, à l'époque. Thierry Frogier encore Eh oui. Moi, je dis, mais pourquoi il me rappelle, moi Bah, pourquoi le club me rappelle? Sauf que la dernière année de ton premier contrat pro, tu ne peux pas être prêté. Ok. Alors, à l'époque, c'était comme ça. Bah, j'ai dit, ouais, mais comment on fait? Et là, c'est là le truc de ouf. Je me suis dit, mais en fait, on marche sur la tête. Mais Steve, nous, on croit en toi. Bah, oui, ben, on peut pas choisir entre. On choisit entre un entraîneur et le joueur. On choisit l'entraîneur. D'accord? En plus, il avait des résultats. Et je le comprends tout à fait. Bah, ce qu'on va faire, pour pas que tu te retrouves dans la dernière année de ton contrat pro, c'est ce qu'on va faire. On va te faire re-signer. Je dis quoi? Allez, on va te prolonger d'1 an. Comme ça, on peut te prêter. Du style, on attend encore 1 an, va jouer, va te former. Et puis si Thierry Frogier il est plus là, bah, on te reprend. Ou si tu es vraiment très bon, bah, on te reprend. Donc là, ou on peut te revendre. Là, c'est Beauvais. Non. Ils me disent, tu veux être prêté où? Et je dis quoi? Je dis, je veux te prêter où? Et là, je discute avec ma femme, je fais, franchement, ça fait 2-3 ans qu'on tourne dans le foot pro. C'est pas spécialement fait que pour moi. Je m'éclate, mais. Voilà, je kiffe. Non. Attends, c'est où? Angers. Ah oui, tu retournes à Angers. C'est vrai. Parce que l'entraîneur, Stéphane Motin, avec qui j'ai joué, devient entraîneur. C'est vrai. Puis là, bah, je fais pas une super saison. J'avais complètement décroché. Ligue 2 ou national? National. Ok. Et honnêtement, j'avais décroché du monde pro, quoi. Complètement. Non, c'était plus mon objectif de faire tous les sacrifices. Je me rendais compte qu'au final, voilà, tu vas finir ta carrière en national, tu vas descendre après tu vas aller en CFA ou CFA2, puis bon, bah, tu feras partie de ceux qui avaient peut-être un petit talent et qui n'est pas spécialement arrivé, toi. Et c'est pas bien grave. On est chez nous. Ma femme, elle a ses parents, moi j'ai mes parents, Qu'est-ce que tu veux qu'on se prenne la tête? On a un petit peu d'argent, on va se refaire. Je suis parti il y a 2 ans, toi ma chérie, tu vas rebosser à Quick.
Moi, je vais aller rebosser à la mairie. Puis voilà, qu'est-ce qu'on se prend la tête, quoi. Ouais. À part ton l'estime de toi, qu'est-ce qui est en jeu? Rien d'autre. T'auras essayé. Donc je reviens à Angers. Je fais une saison de merde. Comme ça. Et là, c'est chaud. Parce que là, Châteauroux te dit, bah en fait, ce qu'on va faire, on va te payer ta dernière année, parce que là... Parce que t'as pas été bon. T'as pas été bon, voilà. Puis nous, on peut pas trop prendre. Le salaire routier, on peut pas trop prendre. Donc on fait une négociation. Bon, moi je dis, ok, salut, et puis voilà. Puis là, par contre, là, c'est chaud. Parce que là, ça fait 3 ans que t'es pro, t'as pris un peu d'argent, mais pas spécialement beaucoup. Faut se retourner. Et là, il y a le stage de l'UNFP. Donc je prends ma bagnole, hop, stage de l'UNFP. Puis j'appelle mon pote, on avait quand même les téléphones portables à l'époque, quand même. Et j'appelle un pote qui est à Angoulême. Et je lui dis, bah tiens, en fait, tiens, bah, je vais au stage à Angoulême, à l'UNFP, je suis content, je vais pouvoir m'entraîner, puis avec un univers, avec des mecs qui sont dans la même situation que toi en galère, donc tu vas prendre un peu d'énergie, tu vas peut-être en donner, voilà. Pas apprendre le football, c'est pas ça, mais en tout cas t'entretenir. Et puis il me dit, mais viens à Angoulême, viens t'entraîner avec nous. On est en national, on vient de rater la montée en Ligue 2, avec Fortuné, tout ça, machin. Ça, attaque de ouf, eux ils étaient partis à Lille. Ça, il me semble parti à Caen. À Caen peut-être bien, ouais. Ouais, il me semble. Et l'autre était parti à Lens. Il est décédé d'ailleurs. Oui. Et donc, il me dit, bah viens à Angoulême. Moi, je lui dis, attends, tu peux pas me dire ça comme ça, t'es pas le capitaine, t'es pas le président, t'es pas l'entraîneur, Gab. Et avec lui, on avait été en formation avec, et Gab, il était en cours avec ma femme. Donc on se connaît très proche, tu vois, on est très proches. Et il va demander à l'entraîneur, puis il dit, bah ouais, avec plaisir, il vient s'entraîner avec nous, on le connaît un peu, voilà. Sauf que là, eux, ils avaient raté la montée, mais là, ils étaient en train de gérer cette année le maintien. Ça allait être chaud. Tu sais, en général, quand tu joues une montée, tu galères l'année d'après, et quand tu joues le maintien l'année d'avant, l'année d'après, tu vas jouer la montée. Hein. C'est bizarre, mais ça arrive souvent quand même. Et là, j'arrive là-bas. Donc au final, j'arrive, hop, demi-tour, hop, Angoulême. Et là, j'arrive, mais que des mecs, mais top. Entraînement le matin, entraînement l'après-midi. Et là, tu as le coach qui vient me voir, et le président, il me dit, bon, bah, Steve, franchement, nous, tu viens quand tu veux. Par contre, il y a un problème, c'est ton salaire. Bah, je dis, ouais, en fait, c'est pas un problème, j'ai mon salaire. Je suis au chômage. Je gagne 6 000 euros au chômage, mais c'est normal, c'est le plafond, tu vois. Et là, ils me disent, bah, Steve, nous, on peut pas. Nous, on peut pas, c'est pas possible. Moi, je dis, allez, franchement, vous avez vraiment envie de travailler avec moi? Moi, j'ai vraiment envie de travailler avec vous. On va trouver une solution. On est au resto. Hein. Angoulême, il n'y en a pas 50. On est au resto. Et là, ils viennent me voir, ils font, bon, nous, on peut te proposer 3 000 euros. C'est le maximum qu'on puisse faire. Et là, tu vois, là, je tombe un peu de la chaise quand même. Je fais, waouh, c'est un peu loin quand même. Mais je dis comme ça, je dis, vous avez vraiment envie de travailler avec moi? Bah, ils font, ouais, nous, on a fait le maximum, on casse les caisses, voilà. Bah, je dis, ching. J'appelle mon agent, Henri, il est comme un ouf. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Reste au chômage, on va trouver un club. Je dis, non, mais Henri, je le sens le truc. Et moi, j'ai négocié une voiture quand même. Je dis, vous pouvez aller un peu plus loin? Bon, c'était Opel le sponsor. Bon, ils m'ont filé une Opel Astra, et ça m'a démerdé, tu vois. Mais tu vois, là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait des gens qui croyaient en moi et qui avaient envie de travailler avec moi. Je fais une saison de ouf. Mais de ouf. Mais je te passe les 4 entraîneurs, limite de dépôt de bilan, les 2 présidents, moins 20% sur les salaires, on n'est pas payé pendant 3 mois. Le club descend à la fin de la saison. On fait une saison individuellement, donc quelle est? Moi je fais une super saison. Meilleur buteur du championnat, meilleur joueur du national pour une équipe qui descend. Et on descend. Je dis putain, oh le chat noir. Je dis non, c'est pas possible. Et là donc voilà, on finit cette aventure. C'était l'année de la calcul. Et non, c'était avant Beauvais, je les appelais, excuse-moi, c'était en revenant de... Ah, voilà. C'était avant Angoulême, pardon. Bon, Beauvais, voilà, c'était mon ancien entraîneur d'Ajaccio, qui au final, en fait, ça n'a pas été bon. Avec Grégory Thiel, qui a eu un parcours un peu similaire à toi. Ouais, Greg, il lui a pas manqué pas grand-chose, en fait, pour déclencher le truc. C'était compliqué en Ligue 1 pour lui, avec Boulogne. Voilà, c'est ça. Mais sinon, il a fait un sacré cadeau en national. Bah ouais, non, mais Greg, ça a été... Puis en plus, voilà... très pro, moi je me rappelle de lui, ça rigolait pas. Hein. Moi nous on était en train de rigoler, mais dans tous les sens. Hein. Bref, Beauvais ça a été une expérience comme ça. Et donc Angoulême, et puis la saison elle se finit, Valenciennes m'avait appelé, Daniel Leclerc, et là il me dit bon bah voilà on a un projet sur 3-4 ans de remonter en Ligue 2. Ouais, et là je vois les mecs qui sont recrutés, et je fais laisse tomber, c'est que des tueurs à gages les mecs.
que des galériens. Que des mecs comme moi. Toi qui ont galéré, qui arrivent du national. Ouais, c'est ça quoi. Putain, je dis top. Par contre, t'arrives là-haut, tu prends un mur d'eau, tu prends un mur de nuages, tu dis waouh, ça va être compliqué. Tu sors de l'année de la canicule à Beauvais, à Angoulême, où t'es dans le Cognac, t'es pas loin de la Charente, il y a l'océan qui est pas très loin. Là, t'arrives, waouh, tu dis waouh, ça va être chaud. Première chose dans le pactage, le kawa et la doudoune. T'es au mois d'août. C'est le Nord. Non mais tu vois, tu flippes. En plus, c'est l'année de Bienvenue chez les Ch'tis presque. T'arrives, tu fais, c'est pas que je vous aime pas, je vous connais pas, puis en plus j'en ai un avis, désolé quoi, je dis, tu vois. Mais je dis ça me correspond, je dis viens on y va. Steve chez les ch'tis. Ouais c'était ça. Puis j'arrive, et là je vois des gens, des ouf de foot. Ils kiffent le foot. Et le stade, t'arrives au stade, putain mais tu prends, toi tu prends fort quoi. C'était une GSR encore ouais. quoi. Tu prends fort quoi, toi il y a une histoire par tribune. Il y a des passionnés autour du club et tout. Puis la ville, toi, la taille humaine et tout. Et là, président qui parle et il dit voilà, moi, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites tout sur Valenciennes, dans la ville. Quoi que vous fassiez, je ne vous jugerai jamais. Et il fait, sauf si vous n'êtes pas bon sur le terrain. Et il dit, pas bon, c'est pas d'être un bon joueur de foot, c'est d'être un bon mec. Un discours, tu te le prends. Daniel Leclerc, personnage quand même, on parle de son âme. Personnage, tête très dure. Putain, quand il te parle, là, tu sais, t'es là, tu fais waouh, c'est ton grand-père qui te parle, tu écoutes. Puis il impose le respect. Ouais. Puis tu vois le parcours. Lui, il faut savoir que quand il était joueur, il avait le bar en face de Nagesser. Pendant qu'il était joueur, tu vois, le mec, grosse histoire, le RC Lens, un mec du Nord, tu vois, vraiment rigoureux, des vraies valeurs, pas des vraies valeurs, des valeurs importantes. Puis t'arrives dans l'aventure, et là, ça match tout de suite. Là, on sent que l'année, elle va pas être simple, mais tu sens que ça va pas durer 2-3 ans. On va sans doute y aller la première année. Puis ça arrive que t'enchaînes les matchs. Tu sais, quand on dit l'impact du 12e homme, tu sais, les tribunes, tout ça, machin. Mais en fait, le 12e homme, il n'était pas que dans les tribunes, il était dans la ville. Les gens, ils se saoulaient pas, ils n'étaient pas là dans la polémique. Puis je pense que c'était un club et une villa qui était encore meurtri par l'affaire VAOM. Ah bah complètement. Parce que si, pour grossir un peu les choses, c'est l'OM qui avait triché. Alors l'OM certes avait payé en descendant D2, mais Valenciennes avait chuté jusqu'à CFA, ou CFA2, même DH. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Ouais, et puis surtout c'était aussi, c'était l'OM qui avait triché, mais avec des joueurs de Valenciennes. Sauf qu'en fait, il faut se rappeler quand même dans l'histoire, t'as quand même un mec de Valenciennes, Glassman de mémoire, qui dit j'ai été approché. Ouais. Pas j'ai triché. Parce qu'il faut regarder le match. Le match, si j'achète le gardien, j'achète l'arbitre, mais j'achète pas des mecs qui ont pas ou peu d'impact dans le jeu, tu vois. En plus, c'était champion de France, tu viens de sortir de la Coupe d'Europe. Bon, après, c'est des histoires qui nous dépassent, mais. Et c'est eux qui sont vraiment pénalisés et qui l'ont vraiment en travers. Ça fait, tu vois, ils ont un boulet, tu sens que. C'est ça. Ils sont plus revanchards de l'histoire que de vouloir avancer, ou en tout cas de construire quelque chose là-dessus. Et en fait, ça se passe et tu sens que les gens, tu redors un peu le blason, quoi. Et t'es là-dedans, t'es dans cette aventure. Tu fais partie de la Renaissance. C'est ça. Est-ce que tu peux juste nous raconter, que tout ce que tu nous as raconté hors caméra tout à l'heure, le match FC7 Valenciennes, tu as une belle anecdote. Même si ça va pas me faire plaisir parce que tu te moques de ma ville, mais c'est pas grave. Non, c'est pas de la ville, c'est du positionnement du stade. Je me rappelle, parce que, donc, tu vois, quand tu m'as sorti une photo, je t'ai resitué le match, je t'ai resitué le stade et tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça en fait, tu sais, quand tout à l'heure on disait exister. En fait, c'est pas simplement prendre l'information dans ton petit champ, c'est de regarder tout ce qui se passe, comprendre un paysage. Moi, je me rappelle, la voie ferrée, le bus qui arrive, le stade, on se gare là, la buvette, le grillage super haut, courbé comme ça, une petite tribune avec le terrain derrière, le parking, après le petit but derrière le but, le parking, la résidence, parce que j'ai réussi à toucher la résidence. Et puis l'anecdote, c'est coup de sifflet début du match, je suis avec mon pote en train de tirer le coup d'envoi, sauf qu'il y a le TGV qui passe, et l'arbitre est derrière nous, le TGV est là, et on ne l'entend pas. Et on se retourne, on fait ça va, on commence ou quoi? Et vrai, il fait les gars, ça fait 2 minutes que j'ai sifflé. Sauf qu'on n'avait pas entendu avec le TGV, quoi. Mais voilà, c'est des faits dans un match qui te permettent pas d'être bon, d'avoir des bons souvenirs, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu vois, tu recontextualises par des tout petits détails.
Et des fois, ça te fait, ah oui, tiens, en fait ça. Puis en plus, il suffit que t'aies un pote qui rajoute un truc, tu sais, machin. Oh, t'en fais des. Mais j'ai un maillot de 7. Ah ouais? Ouais. De quel joueur? Non, je rigole. si, je crois que j'ai un maillot de 7. À l'époque, tu sais même plus qui était les joueurs, il n'y avait pas les noms derrière. Donc, c'est vrai. Mais j'ai un maillot de 7, ouais. Mais puisqu'on parlait de Valenciennes et de Marseille, est-ce que pour toi, une de tes plus grandes fiertés de footballeur, et on en parlait encore, l'OM Valenciennes, c'est cette patate que tu envoies suite à une passe d'un coup franc dès que Jamel Belmadi te décale, et tu envoies une patate dans la lucarne de Cédric Carasso, et une explosion de joie énorme dans le stade. En fait, c'est pas le plus beau souvenir, mais c'est vraiment l'un des parce que le plus beau souvenir, c'est l'équipe de France, mais ça, c'est intime avec ma famille. Mais là, ça a été le moment où j'ai vu des gens, pas par rapport à moi, hein, mais tu sais, d'être fiers. On a gagné contre Marseille en Ligue 1 13 ans après, mais les gens, ils étaient comme des oufs. Et ce but, si tu veux, c'est que ça leur... en fait, tout est possible, ça mettra du temps, mais c'est possible, et ça mettra du temps. Et ça n'enlève pas les animosités entre les deux clubs, voilà, sur le passé, c'est pas ça. Mais ce jour-là, ils ont le sentiment que, voilà, ça y est, c'est fait. Ça y est, on a mangé notre pain noir, peu importe c'est qui nous l'a donné ou c'est nous, peu importe, mais ça y est, c'est fait. Et quand tu rends les gens fiers, tu peux être fier de toi quand même si c'est un but, tu vois, sans être prétentieux, mais tu rends les gens fiers. Et tu y as participé, tu fais, tu kiffes quoi. Franchement, tu peux que kiffer. Est-ce que si je te dis que un attaquant avant toi qui te correspond le plus, ça serait Jean-Pierre Papin, même si Jean-Pierre Papin a peut-être participé moins au jeu que toi, et actuellement celui qui te correspondrait le plus, c'est Andy Delors. Tu me dis oui, tu me dis non. Je te dis oui à 100%. Andy, en plus, je l'ai de temps en temps par message. C'est bizarre parce qu'on n'est pas quelqu'un on s'est pas vraiment côtoyé, on s'est croisé, et puis après moi j'ai arrêté et puis il a continué. Mais tu vois, je mettrais même encore quelqu'un dans l'intervalle. Dis-moi. Jean-Pierre, ça c'est sûr. En plus, j'ai eu cette chance que ça devienne un ami. Donc au final, c'est le deuxième ballon d'or que je connais. Tu vois. Donc il ne reste pas beaucoup les Français. Hein. Platini puis Zidane. Et Zidane, j'ai la chance aussi de le connaître. Donc il ne reste que Platini. Ah, c'est pas mal ça. Et en fait, Jean-Pierre, c'est incroyable parce que je suis devenu entraîneur à Arcachon et il a été entraîneur à Arcachon. Et c'est quelqu'un qui est toujours d'une très bonne approche. Toi, j'ai écrit un bouquin, je ne le connaissais pas vraiment. Et pour moi, ça avait du sens de donner les recettes du bouquin à son association L'œuf de cœur. Tu vois, c'était mon numéro, j'avais eu un problème de cœur, je sais quelle empathie, tu vois, quel mec c'est fondamentalement. Voilà. Donc pour revenir au jeu, oui, Jean-Pierre Papin. Juste après moi, ou pendant moi, Gignac. Parce que Dédé, il y a un truc. Il y a un truc d'instinctif, t'es devant le but, alors tu vas participer au jeu, mais tu regardes encore ses buts qu'il marque au Mexique. Il a mis le doublé hier, je crois encore. Mais tu fais, où tu vois ça en Ligue 1 Un attaquant faire ça? Alors après on va me dire, ouais, mais le championnat mexicain, il est moins bon et tout ça. Par rapport à quoi? Par rapport à la Liga, par rapport à l'Angleterre, ou que par rapport à la France? Parce que ça joue. Et les stades, c'est autre chose. Et l'ambiance en face, et les joueurs, c'est aussi autre chose. Mais il faut les mettre. Andy Delors ne les a pas mis par exemple là-bas. C'était pas la même période dans sa vie. Tout à fait. Tu vois, c'est peut-être pas le même contexte. Et donc juste après, tu as Andy Delors. Andy Delors qui est aussi dans cette même fibre. Tu vois, quand tu regardes ce joueur, déjà il fait par envie, il participe au jeu, mais pas participer que techniquement. Tu vois, des fois j'accompagne ou quand j'ai des jeunes attaquants qui me demandent quels sont un peu, tu vois, pas comment marquer des buts, mais en fait, faut participer. L'envie et le plaisir du jeu. Voilà. Après, t'es bon ou t'es pas bon. Moi, ça m'est arrivé de pas être bon techniquement, tactiquement de pas comprendre, pas de m'adapter à l'adversaire. Mais en fait, plus tu participes au jeu et t'es pas forcément omnibulé que par le but, bizarrement, ça vient tout seul. Alors que quand t'es en manque de confiance, si t'es omnibulé que par le but, faut frapper, faut marquer, alors c'est sûr, au pourcentage, t'auras plus de chances de marquer. Non. En fait, ça va vouloir forcer, ça marche pas. Je te dis, forcer le destin, ça marche pas, faut être présent. Et il faut être présent dans le jeu, il faut bouger, beaucoup d'activités. Tu vois, on parle des fois d'Olivier Giroud qui participe pas beaucoup au jeu, qui est pas très mobile. Et c'est normal, il y a des flèches qui sont dans tous les sens. Lui, il n'est pas que statique, il bouge, il crée des brèches. Il monte la tête, il cale bien le jeu. Ah oui, mais après, qui c'est qui fuse après sur les côtés? Donc en fait,
c'est d'abord de savoir qui tu es, quelles sont tes qualités, pas que tes défauts, mais en tout cas quelles sont tes qualités. Et quand tu prends le processus, t'as 3-4 mecs qui se ressemblent devant le but au final. Jean-Pierre Papin, je me mettrai pas sur le même niveau, c'est pas ça. Mais il y a des caractéristiques qui font que dans la surface, on rigole plus. Là, il y a un ballon pourri qui va traîner. C'est pas un hasard que ce soit ces mecs-là qui se représentent. C'est pas un hasard. Déjà d'une parce qu'ils vont mettre. Souvent on disait avant, tu mets la tête où personne va mettre le pied. C'est pas faux. C'est vrai. Le Stade Malherbe de Caen ensuite. Ouais. Alors j'aimerais juste revenir, je suis obligé. Le quadruplé face à Barthez. Est-ce que c'est là aussi une de tes plus grandes émotions dans le foot? J'imagine que oui. Alors, je le prends en tant que personnel, mais pas réducteur par rapport à Fabien. Faut aussi remettre dans le contexte. Lui, à l'époque, il est à OFC Nantes. Nous, dans quelle dynamique on arrive là-bas? Concurrent direct au maintien. C'était la crise chez eux. Nous, on arrivait là-bas pour le maintien. Il nous fallait des points et tout. Antoine Cambaray qui a été formé quand même au OFC Nantes. Donc c'est pas rien non plus. C'est comme quand on a été joué au PSG. Et ici, on passe pas pour des guignols. Hein. Donc déjà, tu joues pas pour toi là aujourd'hui. Tu joues pour ton coach. Là, t'es obligé. Là. Et en fait, le match, il tourne très mal pour nous en fait. Puis il s'avère que on prend le lead, on arrive, puis ça se fait à ce que, tu sais, nous on a de l'enthousiasme, on y croit et tout, puis ça se met des brèches, ils s'embrouillent entre eux, nous on reste focus dans le truc, et t'enfiles des perles. Et t'enfiles, hein, mais un truc de fou. Tout réussi. Et tout réussi. À tel point que, sans parler par rapport au FC Nantes ou à Fabien Barthez, je dis à un pote quand je marque le 4ème but, je dis je vais marquer le 5ème, je vais marquer le 6ème. Non mais arrêtez un ouf. Et la plus grande, alors c'est une grande émotion, mais c'est une grande déception. Je vais te dire un truc, c'est tout bête. J'ai eu 9,5 dans l'équipe. J'étais dégoûté de pas avoir 10. J'appelle un pote à France Football, un pote, un journaliste, tu vois. Non, je l'appelle même pas, je le vois dans la semaine, parce que forcément les journalistes viennent me voir à Valenciennes. Et je lui dis non, mais j'ai fini, pourquoi j'ai pas eu 10? Et il dit mais non, mais si t'as pas compris, t'as pris un carton jaune. Oh, je dis, en plus je prends un carton jaune à la 86e sur Fabien Barthez qui sort de sa surface, je fais un tacle, le mec qui sert à rien, je récupère le ballon. Je suis super loin de lui, je dis monsieur l'arbitre, je dis attendez, le match est fini, je vais pas tacler, rien de tout. J'étais vénère de pas avoir eu 10. Ensuite, Valenciennes ne fait peut-être pas forcément l'effort pour te garder. Non. Ils ont besoin de liquidité aussi. En fait, c'est pas qu'ils font pas l'effort, c'est qu'ils me font comprendre que on peut trouver un accord pour à ce que tu partes. C'est kiff-kiff, non? Ouais. Et j'ai pas le sentiment, alors pas le coach, mais que le club se dit, peut-être à juste titre, parce que t'as pas la vision globale d'un coach. Ils ont obtenu tout ce qu'ils pouvaient obtenir de toi. Ouais, et puis t'as 30 piges, donc bon voilà, tu fais partie des gros salaires, ça fait 4 ans que t'es là. Voilà. Et puis là t'as des propositions, et t'en as une captive tout de suite. C'est quand j'ai Franck Dumas au téléphone, j'ai le président au téléphone, j'ai du Marseille, j'ai du Saint-Etienne, j'ai Lens, qui est en Ligue 2 à l'époque, mais ça m'avait fait hésiter. C'était quand même Jean-Pierre Papin entraîneur avec Daniel Leclerc. Et tu crois que ça aurait fait plaisir aux Valenciennois? Je sais pas, mais en tout cas ça m'a fait tiquer, tu vois. J'avais eu Toulouse, j'avais eu Bordeaux, j'avais eu Rennes, ça s'approchait. Et puis, honnêtement, bingo, quand t'appelles, et active tout de suite, tu vois. J'étais avec ma femme, je dis, tu vois, honnêtement, c'est un club à taille humaine, il y a un public, je vois les mecs qui y jouent, j'ai l'impression que ça a l'air de bien se passer. Puis j'avais eu des potes qui avaient joué là-bas. Donc tu sais, j'ai appelé. Et en fait, ça se fait, mais tout simplement, en fait. Ça se fait, mais pratiquement, c'est facile, en fait. Il n'y a aucun accro, quoi. Ça se fait en même pas 24 heures. Et dès que tu arrives, tu es dans la lignée valenciennoise. Tu plantes plein de buts, tu t'adaptes assez facilement. Grâce au mec aussi, tu vois. Aussi, bien sûr. Et grâce au coach. Parce que le coach, il m'a mis tout de suite dans le mood, quoi. Il m'a dit, non mais vas-y, envoie, quoi. Et dans France Football, peut-être un petit mois avant, tu demandes pourquoi ne m'essaye-t-on pas encore en équipe de France? Alors ça, c'est un pote, je te jure, mais c'est un truc de... C'est pas du hasard. En fait, à Valenciennes, sur la fin, je me suis dit, putain, il y a des sélections qui se suivent. Et je dis pas que j'y suis pas, mais on m'interpelle en me disant, mais Steve, en fait, l'équipe de France, toi, on n'est pas en année de Coupe du Monde, pas d'Euro.
tu sais, pourquoi pas quoi. Là, t'étais régulier. Je dis, arrête, t'es sérieux, l'équipe de France, je fais partie de la même génération. Thierry Henry, Anelka, Trezeguet, je parle que des 3 attaquants. Je fais, mais t'es cinglé quoi. Déjà que moi, j'avais jamais été repéré parce que ces mecs-là, et à juste titre, ils étaient sur le terrain, Monaco, PSG. Je dis, qu'est-ce que tu veux te battre? Les mecs ils sont à Chelsea, l'autre il est là-bas, c'est pas pareil quoi, tu vois. Sauf que je me dis, mais merde, à quand, tu vois, je me dis, ça commence bien, je dis pas pourquoi pas, mais en tout cas c'est la dernière carte, c'est la dernière possibilité. Et donc il y a un journaliste qui me dit, bah, là aujourd'hui, très bon début de saison, avec, comme tu dis, avec la suite de Valenciennes, très bonne, ça part sur de bons trucs et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manquerait pour passer un palier? Les Bleus. Et je lui dis, bah, la dernière chose, bah, ça serait l'équipe de France. Pas de dire, je veux être sélectionnable, tu vois. Bah, c'est vrai que c'est la dernière chose, mais c'est plus comme dire, dommage et merde que j'y sois pas allé avant, ou que j'ai bien fait les choses, ou ceci, pour pouvoir aujourd'hui, à 30 ans, être en équipe de France. C'est, je lui dis, il me manque ça, mais je l'aurai jamais. Bah, tu vas pas le croire. Ça fait un buzz de dingue. Et en fait, c'est un ami après qui m'a parlé de ça au niveau de la confiance en soi. Mais dit à partir du moment où tu affiches quelque chose, les gens sont obligés d'y répondre. Quoi qu'il arrive. Que ce soit positif ou négatif. Ouais. Moi, je m'attendais, honnêtement, c'est pas que je m'y attendais pas, je m'attendais à la dernière sélection qu'elle était avant. Je te vois, j'étais un peu déçu. Je dis putain, je suis même pas dans les 30. Mais pas par prétention. Tu dis, toi, tu es bien, tu es en Ligue 1, tu marques but sur but. Il n'y a pas trop de performance. J'ai oublié Karim Benzema. Je dis, c'est pas rien quoi, les mecs quoi. Et là, sélection, il est 12h30, je suis en train de faire la sieste avec mon fils. Et là, j'ouvre le téléphone à 14h15, et là, je vois le téléphone, mais qui fume. Et toi, t'as l'impression qu'il est éteint. Hein. T'as l'impression qu'il fume. Et là, j'avais l'équipe 21, je me lève, j'ai mon fils à côté. Tu sais, pas style breaking news, parce que tu te mets une breaking news à ce que tu veux regarder, quoi. Et là, je suis... C'est moi, là. Et là, je me tape à bad trip, je suis avec mon fils, je suis en train de chialer. Mais comme une meuf, pardon, c'est pas sexiste, mais tu vois, émotion de ouf. Et là, j'ai que mon fils. Et toi, je vois tout de suite, parce qu'après, ça, c'est pas une théorie, c'est une pratique que je travaille. C'est, je dis, mais tu te rends compte de tout ce que je te parle de tout à l'heure? J'ai même pas fait une sélection ou une détection équipe de France, et là, j'ai 30 piges, avec ces galères hein, et tout. Et tu fais, t'es appelé pour aller en équipe de France. Pas pour jouer, pour y aller. T'es pas installé depuis longtemps. Tu y vas. Et là, c'est affiché, tu peux pas revenir en arrière. Même eux, ils peuvent pas revenir en arrière. Là, tu te dis, oh putain, c'est un truc de fou. Donc le téléphone, je le mets un peu de côté, je descends, je laisse mon fils finir la sieste. Et là, j'essaie d'appeler ma femme. Et je dis, mais merde, réponds pas. Fous-moi ou quoi? Ma femme était partie faire des courses, mais bon, elle n'avait pas répondu, bon, machin. Et là, elle arrive, tu sais, tiens, viens m'aider là, les courses là et tout, machin. Retour à la vie normale. Tu vois, des trucs de ouf. Moi, je suis dans la cuisine, j'en peux plus, je suis comme ça, café. Je dis, il faut que je te. Ah oui, bah oui, je vais aller débarrasser des courses. Ah oui. Donc là, je dis, toi, j'ai mon cœur, il part comme un truc de fou. Donc là, je sors, je prends les courses, là, je les mets dans le frigo et tout. Tu sais, tu dis, mais vas-y, arrête de me parler d'omelette, des œufs, de ce qu'on va manger ce midi, tu vois, je dis, c'est bon. Et là, bon, en fait, j'ai un truc à te dire. En fait, on est en équipe de France. Elle me fait quoi? Bah, il y a la liste qui est tombée, en fait, je suis en équipe de France. Ouais, c'est ça, ouais. Je dis, tiens, viens voir. On allume la télé, bingo. Ah, bon, là, après, c'est de l'émotion. C'est que tous les deux, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Et là, mais toi, on est. Rappelle-toi, quoi. C'est bon. Tu vois, t'étais à Quick, je t'ai pratiquement dragué au drive, quoi, tu vois, avec la petite. Avec mon scooter, tu vois, machin. Tu vois, toutes ces galères et tout ça, machin, t'arrives, tu fais. C'est là, en fait, tu vois, c'est devant nous. C'est pas un cadeau. C'est arrivé. Tu insistes bien sur ça. J'ai vu une précédente interview. Ce n'est pas une récompense. Non. C'est dû à ton mérite. Tu tiens là-dessus à ce qu'on ne dise pas que ce soit une récompense. Ouais, parce que si tu veux, si ça avait été une récompense, je sais pas, ça aurait pas été placé à ce moment-là. Et je voudrais pas dénigrer non plus tous les mecs qui n'ont pas eu l'opportunité d'y aller pour différentes choses et qui ont fait autant de boulot que moi, voire même plus. Et si je disais que c'était simplement une récompense, là je me dirais, bah en fait c'est le mec qui est chanceux.
Là, je suis désolé, ça n'a pas fait que partie de la chance. Là, Là, t'as bossé pour. j'ai bossé, ça aurait pu, en ayant le même travail, ne pas se procurer. Ça s'est procuré. Les planètes sont alignées, il y en a un qui est... Ben, ça s'est allié. Mais ça n'enlève pas que le travail a été fait et ça s'est provoqué. Ça aurait pu ne pas se provoquer. Et ça aurait pas été pas grave. Je dis pas ça aurait pu ne pas changer ma vie, ça n'aurait pas changé ma vie. Là c'est faux, ça a changé ma vie. Et c'est là où on arrive quelque part sur un texte que j'ai écrit, c'est qu'en fait, j'ai pris conscience, mais très longtemps après, qu'en fait entre cet état qui s'est provoqué, qui a été fait, bah, ça s'est joué à 12 cm. Mais 12 cm, c'est la ligne de touche. C'est-à-dire qu'avant, tu es international, mais tu n'es pas participé. C'est pas pour autant que tu ne l'es pas, ou que tu as participé, c'est mieux, c'est rien. C'est que là, je te jure, hein, parce que je vais pas te résumer les 4 jours de Clairefontaine, les mecs, comment ils m'ont accepté et tout. Mais j'ai passé cette ligne, tous les mecs sont venus me voir. Et là, tu es avec nous. C'est pas qu'avant tu n'y étais pas, c'est que bah, les mecs, on a pratiquement le même âge. T'étais boueur, putain t'as joué là-bas. C'est pas du jugement, mais t'es pas dans le même club encore, tu vois, t'as pas montré quoi. Et ce qui est normal, c'est normal ou pas, mais bon. Et là en franchissant ces 12 cm, bah ces 12 cm c'est 26 ans de travail. C'est tous les clubs par lesquels je suis passé, les mésaventures, les mauvaises rencontres, les superbes rencontres, être tout seul parce que t'as fait des conneries et puis bah, tu te retrouves dans la merde pour différentes raisons. Et en fait, ces 12 cm, bah, c'est ça. Mais en les passant, bah, t'es avec eux. T'es avec eux, c'est pas Disneyland. Hein. Parce que là, t'es au taf. Tu regardes pas autour. Tu regardes pas ce qui se passe. T'as des potes qui sont partout. J'ai pris 80 places. Hein. Pour des potes qui venaient de partout en France. C'était ta première fois au Stade de France d'ailleurs? Ce jour-là en tant que en plus. En tant que joueur et surtout en tant que spectateur. J'avais jamais été au Stade de France. D'accord. Et là, tu dis, moi je vais vous faire kiffer. Et tu remplaces un LK, c'est ça la mi-temps. Et je remplace Nico. Et je suis pas du tout préparé. Hein. Parce que je suis pas du tout préparé. J'arrive, nous on est en train de s'échauffer. Parce qu'en plus, tu avais plusieurs mecs, c'était leur première sélection. Hugo Loris, c'était la première sélection. Donc toi, on était un peu. Mais oui, c'était déjà dans le mood, dans la team, déjà. Ils étaient déjà programmés, plus ou moins quand même. Parce que tu peux pas faire 110 sélections comme ça en rigolant. Et on s'échauffe à la mi-temps. Puis là, t'as l'adjoint qui vient, il fait non, mais Steve, tu rentres. Je regarde à lui, je fais. On y va là? Bah il me fait ouais ça y est c'est parti. Et là tu sors du terrain, t'es même pas échauffé, rien du tout, tu sais même pas si c'est les bonnes chaussures, laisse tomber, tu sais machin. Tu dis c'est bon je me suis coiffé comme ça, je laisse tomber. Parce que quand tu filmes à la vidéo, tu sais pendant la séance d'entraînement ça va, mais là on va te filmer pendant 45 minutes et puis tout ce que tu vas faire. Ah ouais. C'est pour ça maintenant mais. T'y vas quoi. Et là t'as les mecs, ça y est tu vas jouer. Mais ça t'es pas préparé. Il n'y a pas d'école. Je dirais qu'il n'y a que ces mecs-là, quand tu as Franck Ribéry, que je connais depuis très longtemps, et qui te prend par la main et dit t'inquiète si, ça va bien se passer. Quand tu as Thierry Henry qui est capitaine, 120 sélections, qui dit on est avec toi, tu as des mecs comme ça qui viennent te voir, mais là, mais t'es comme ça. Tu te dis, c'est pas que même si t'es nul, c'est bien, mais tu dis mais ces mecs-là vont t'accompagner. C'est des mecs qui ont des titres de ouf et ils te prennent, ils te disent on y va. Est-ce que on parle de destin, on parle de chance, ça a été du destin, ça n'a pas été de la chance, tout a été provoqué. Est-ce que tu te dis pas que le destin peut-être, hein, ou la vie tout simplement, t'a apporté un très grand bonheur et peut-être 5-6 mois après, t'as fait retomber sur terre ah mais ça c'est ma vie hein. C'est ce que je te dis, en diagnostiquant ce problème au cœur, ouais. Et que tu t'effondres à la conférence de presse à Monaco, bah en fait, qui annonce la fin de ta carrière tout court. En fait, t'as des vies qui sont comme ça, il y a des vies qui sont cycliques, il y a des vies qui sont assez linéaires, tu vois, progressives ou dégressives, tu vois, t'as quand même tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'en ayant discuté longtemps après, parce que ça avait été un gros bad trip, pas sur l'instant, mais quelques mois après, voilà, faut quand même se relever, et on te dit stop, c'est fini quoi. Terrible. Et en fait, derrière, ça a été plutôt de dire, en fait, dès que tu commences à toucher à quelque chose sur lequel tu as travaillé et tu mérites, tu vois, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est pas ça pour toi. Il y a quelque chose, je suis pas croyant, hein, mais je juge pas, je ne suis pas. Mais en fait, ça te rappelle un peu à l'ordre en te disant, non, t'as pas encore assez bossé.
Toi, tu le vois positivement, que ça t'ouvre une autre porte Ah vers ouais. une autre voie. Moi je l'ai vu comme ça, tu sais, j'étais à Paris, j'étais en chambre médicalisée, et là le mec il dit bon bah Steve on arrête, stop, on arrête ta carrière, tout machin. Ma première réflexion, et je te jure c'est un truc de dingue, j'étais avec mon épouse, la première réflexion c'était pratiquement le jour de c'était le jour de mon anniversaire. Je dis à ma femme, je dis bon bah voilà, on est fin juin, début juillet, la rentrée scolaire c'est dans 2 mois, on va habiter où? Ma première réflexion ça a été on va habiter où? On habitait à Caen, on avait un restaurant à Valenciennes, on est originaire, voilà, on était originaires tous les deux d'Angers. Qu'est-ce qui est plus facile pour toi et pour les enfants? On va où? Et en fait, on est sorti de là et tout de suite, ça s'est embarqué à déménagement. On va habiter sur Angers, on cherche une maison. Tu vas habiter d'abord chez ta belle-mère et puis voilà, tu te mets après dans un cycle où après tu te tombes sur la gueule parce que sur le coup tu vois pas, mais tu te tombes sur la gueule. Et puis bah, toutes tes émotions, tout ce que tu as un peu refoulé pendant quelques temps, tu le mets tout seul, tu te retrouves tout seul de toute façon, tu te retrouves tout seul, pas spécialement accompagné par une entité, parce que là, aucune présence du monde professionnel dans son ensemble. Toi, j'ai reçu, ça m'avait fait plaisir parce que j'avais reçu aucune lettre de la fédération ni de la ligue. Ça m'avait fait plaisir au final. Je me suis dit, bah en fait c'est normal, c'est le milieu qui veut ça. C'est-à-dire que tu as été là, puis en fait, bah, que tu sois plus là, c'est pas bien grave au final. Bah, parce que c'était inconsommable. Donc en fait, ça m'avait rappelé à mes 30 ans, ce que j'avais déjà pensé à mes 20 ans, c'est qu'en fait, bah, fais ton truc pendant que tu es là au final. Parce que quand tu as pu être là, voilà. Donc c'est des réflexions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'investis énormément. On ne peut pas participer autant, et je ne demande pas d'avoir des glorioles, hein, ça n'a rien à voir. Parce que par exemple la Fédé, j'ai perdu mon papa, j'ai pas perdu, je sais où il est, mais mon papa est décédé, bah, j'ai reçu une lettre de la Fédé, tu vois, de Noël Le Graët. J'ai apprécié sur l'instant. Mais je t'avouerai qu'à un moment très fort comme celui-ci, personnel, à vivre, bah, est-ce que j'aurais pas aussi apprécié, tu as joué pour l'équipe de France, pour la Fédé, bah, si besoin, toi, à la limite, bah, on est à côté de toi, on t'accompagnera. Peut-être, imaginez même qu'il y ait une structure d'accompagnement psychologique pour les joueurs, dans mon cas, et dans d'autres cas qui sont aussi compliqués. C'est pour ça, en fait, que moi, je m'investis. C'est parce que moi, ce qui m'est arrivé, mais déjà d'une, ça arrive à plein de gens, et de façon beaucoup plus grave. Mais il y a des problèmes, c'est pas possible qu'on puisse prendre comme ça, même si on est dans une société de consommation, tout ça, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de joueurs qui soient laissés, et maintenant, ça sera peut-être les joueuses après, mais qui soient laissés sur le carreau comme ça. Alors je dis pas que personne s'en occupe, hein. C'est pas ça. C'est que il faut qu'il y ait beaucoup plus d'impact là-dessus. Et sur les sportifs en général, le monde sportif, tu es là à un moment donné, on te prend, tu existes, puis quand tu n'es plus là, et tu le vois dans d'autres disciplines, hein, la reconversion des sportifs de haut niveau dans d'autres disciplines, et encore les footeux ne sont pas les plus à plaindre, mais c'est chaud quoi. Tu t'en es jamais caché d'avoir consulté un psychiatre à l'époque d'Angers, il me semble? Ouais, bon, c'est un ami, donc c'est l'avantage. C'est quand même un psychiatre que tu as consulté. Je vais pas dire que c'est un sujet tabou, mais certains ont du mal à en parler. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé pour la suite de ta carrière? Et est-ce que ça t'aide encore actuellement dans ce que tu proposes? Et par ricochet, explique-nous justement ce que tu fais actuellement. En fait, sur l'instant, c'est un ami, mais l'avantage de par sa profession, c'est qu'il se rend objectif. C'est un ami depuis 25 ans. Et en fait, quand j'en ai vraiment discuté avec lui, hors le côté amical, on va boire un verre, on va manger au restaurant, voilà, c'est ça. On passe des vacances ensemble et tout. Et en fait, il m'a éveillé à des prises de conscience, en fait, qui j'étais réellement. Qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je voulais faire réellement, et quel était un petit peu... Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Je me suis toujours intéressé à ce qui se passait par manque d'éducation. J'apprends des gens, on m'appelle Bob l'éponge. C'est-à-dire que je m'intéresse aux gens, comme on disait tout à l'heure, mais je prends aussi de leur connaissance. J'absorbe, j'adore interroger les gens. Et en fait, on discute ensemble, et puis... En fait, c'était après l'été, et en fait, j'ai eu une sorte de burn-out après l'été, et ma femme... en fait, j'avais jamais passé l'été avec mes amis. Tu sais, c'est con, mais j'avais jamais passé juillet, août, depuis que j'étais gamin, à jouer au foot. Je savais pas ce qu'était un été. Ouais, même avec mes enfants. C'est-à-dire d'aller faire des barbecues, faire un apéro. C'est simple de la vie. Ouais, des trucs tout con, tu vois. Donc pendant tout l'été, j'étais excessif. C'est-à-dire que moi, je voulais voir mes amis tous les jours. Je voulais faire des barbecues tous les jours. Sauf que ma femme, un jour, elle m'appelle,
je dis une date, mais c'est pas réellement celle-ci. 4 septembre, c'est la rentrée scolaire. Elle dit bon bah voilà, ça y est, tu t'es bien amusé cet été, c'est bien, je te laissais faire, j'en ai pris conscience, mais maintenant on y va quoi. Depuis 25 ans. Et donc je discute avec Philippe, il me dit bon bah voilà, avec un ami, je lui dis voilà un petit peu les doutes que j'ai, les blocages que j'ai. Et il me dit voilà, puis on met des choses en place, déjà dans son écoute, il a une bonne. Et en fait ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé qu'il y ait quelqu'un dans mon entourage qui comprenne la complexité de tellement TTO. Parce que c'est compliqué. Hein. Il faut que tu retrouves quelque chose qui va te donner autant d'émotions. Par exemple, quand on te dit tu vas faire le deuil de. T'as pas envie de le faire le deuil. Toi, tu kiffes jouer devant 80 000 personnes dans le Stade de France. Tu kiffes ça. Mais dans la vie de tous les jours. C'est impossible de retrouver telle sensation. C'est pas possible. Donc, c'est un accompagnement qui m'a fait pendant quelques semaines, quelques mois. Et oui, c'est tabou. Parce qu'en France, on dit on se fait suivre. En Angleterre, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on se fait accompagner. C'est deux choses différentes. Se faire accompagner, je pense c'est se faire aider. Quand on parle de psychiatre, on pense de suite à une instabilité. Alors que c'est pas forcément le cas. Ah non, pas du tout. Bah, à ce cas-là, oui, parce que il y avait un manque de repères, tu vois. Donc il a fallu qu'on organise un peu tout ça, tu vois, et de me mettre en face de ce que je voulais faire réellement aujourd'hui, dans lequel je voulais m'accomplir. Donc j'ai ouvert un restaurant, j'ai bossé à la télé, j'ai passé mes diplômes, j'ai été éducateur et tout. Ça a été la suite logique. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais Steve, tu bouges partout, tu fais des trucs et tout. Bon déjà, en quoi déjà d'une ça vous dérange? En quoi ça vous montre que je suis instable? Je prends par exemple un chanteur, il est chanteur, producteur, écrivain, il réalise des films, il passe à la... Donc là pour cette profession-là, ça ne dérange pas. Par contre, pour un ancien joueur de foot, en fait, il faut soit être rentier et fermer ta gueule, de ne pas montrer trop que tu as gagné d'argent, d'accord? Être en galère pour différents choix que tu as fait, de situations, et là, il faut que tu redonnes au monde amateur. Tu te rends compte, c'est le monde amateur qui t'a donné tout, donc il faut que tu redonnes. Hein. Et tu n'as rien volé à personne de toute façon. J'ai rien à voler à personne. Si j'ai envie, je le fais, personne ne va me... Voilà. Mais c'est simplement trouver son chemin. Tu as été habitué, alors pas mon cas, mais non, même si je m'en approche, il faut comprendre qu'un gamin qui est un professionnel qui va finir vers 33, ça fait 20 ans qu'il est programmé à faire que ça. Et là, du jour au lendemain, il va dire, maintenant, faut que tu fasses quelque chose, tu vois, qui soit utile à la société, faut que tu fasses un business. Tu sais, souvent les gens ils disent, quelque chose de normal, quoi. Ça veut dire quoi, normal? Ça veut dire quoi? Ça fait 20 ans que je suis dans un métier où déjà c'est pas normal. Et là tu me demandes, ouais, faut que j'ouvre une boutique, ouais, faut que je fasse du commerce en ligne, ouais, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela. Ça veut dire quoi être un boulot normal? Vous m'avez dit depuis 20 ans, putain c'est complètement débile ce que vous faites, c'est un métier de dingue et tout. Ah oui, et comment retrouver ça? C'est pas facile. Tu te rends compte, t'arrives à 34, 35 ans, c'est là où tu commences ta vie presque. Alors, si tu as eu de la chance, tu as bien épargné, parce qu'il faut, c'est que quelques pourcentages, hein, qui ont bien réussi et qui peuvent se mettre à l'aise après. Et moi je pense à tous mes potes qui ont gagné pas plus de 2500, 3000 euros pendant toute leur carrière. Bah, et là tu leur dis du jour au lendemain, bah, il faut trouver une reconversion. Bah non, c'est pas une reconversion, c'est une conversion tout simple. C'est comme le mec qui dit, ouais tu redoubles. Non, d'abord il faut doubler, et après on va voir, ça c'est... Tu vois, et donc d'avoir discuté avec Philippe, voilà, ça m'a amené à des choses, j'ai pas tout remédié, hein. Je suis quelqu'un de très excessif, donc quand je fais quelque chose, je le fais par passion. Et je le fais peut-être même 2 fois à 3. Et donc bizarrement, ou pas bizarrement au final, c'est que ça m'a emmené à cette année 2020. Cette année 2020 qui m'a, je pense pour beaucoup de personnes, et je suis pas le seul, à cette prise de recul. Qu'est-ce que véritablement je veux faire? Et bizarrement c'est cyclique. 2000, je signe pro, 2010, j'arrête ma carrière, 2020, il y a le Covid, et je m'inscris dans un nouveau processus. Mais quel est ce nouveau processus? En fait, ce nouveau processus, c'est qu'est-ce que j'ai fait, on va dire, de 90 à 2000, de 2000 à 2010, de 2010 à 2020, 3 grosses expériences de vie, multiples, mais 3 grosses expériences. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais réunir ces 3 décennies, et là, je vais faire quelque chose. Pas dire que c'était pas bien et que c'était pas légitime ce que je vais faire, mais maintenant je sais ce que je ne veux plus faire. Maintenant je sais ce que je veux faire. Je vais être dans la transmission, dans l'encadrement, dans la formation. Tout ce que j'ai appris, je ne peux pas le garder que pour moi. C'est pas possible.
c'est peut-être même prétentieux, ça va être utile à quelqu'un. 1, 10, 100, 1000, peu importe. Je sais que ça va être utile à quelqu'un et quelqu'un sera réceptif à ce que j'ai appris et comment je l'ai structuré. Qu'est-ce que tu réponds pas pour terminer, mais ça fait une note un peu négative. Tu es entre guillemets un peu dans la tourmente actuellement avec les réseaux qui critiquent le prix de cette formation à travers des commentaires sur Twitter ou dans des articles qui critiquent le coût de ta formation. Ouais. Alors déjà pour moi c'est pas une critique, il faut qu'elle soit objective et constructive. Sinon ça sert à rien, tu vois. Le fond et la forme. Moi je m'intéresse toujours au fond et la forme. La forme, on peut en discuter, on ne peut pas être d'accord, on n'a pas le même cursus, on n'a pas les mêmes idées, la même projection, on peut ne pas être d'accord, pas de souci. Mais le fond, parce qu'au final c'est que le fond qui reste. Je ne pensais pas, je vais te dire honnêtement, je ne pensais pas attirer autant d'intérêt. Déjà, c'est pas que ça me flatte, c'est qu'honnêtement, je pensais moi faire mon gars tranquille, je fais une formation, je vais m'investir pour le plus grand nombre, mais le plus grand nombre c'est 2. Déjà, 1, 2. Je sais ce que je fais aussi comme travail quotidiennement à accompagner les sportifs, que je fais déjà régulièrement sur l'accompagnement, je sais aussi ce que j'ai fait. Maintenant si, sur le fond, on me dit « Ah ouais mais c'est trop cher », d'accord. C'est pas approprié, d'accord. Mais par contre vous avez vu le contenu ou pas? Parce qu'en fait, reste là, c'est le contenu. J'ai balayé tout le métier. Ça n'a jamais été fait par une personne qui est du métier. Et ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont fait, qui ne sont pas du métier, ne sont pas légitimes. Ce n'est pas du tout ça. C'est que c'est une autre approche. C'est comme le psychologue et le préparateur mental. Le psychologue, c'est un parcours universitaire. Le préparateur mental, eh ben lui, il est dans une approche instantée, projection. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas régler les problèmes. Projection. Le STAPS, professeur d'école, il est dans une réflexion de la théorie, de la méthodologie. Moi, je suis dans une réflexion de la mise en application et de la pratique. Les deux sont associables, c'est pas un problème. Mais sauf que pourquoi en fait les deux devraient se confronter? Donc c'est toujours assez frustrant de dire que c'est quoi ce prix, ça représente quoi? Ben en fait ça représente un contenu et ça représente un travail. Après que les gens ne soient pas d'accord sur un prix, on peut en discuter. Mais on peut en discuter. C'est pas approprié pour certaines personnes, mais c'est pas un problème. Je vais aller encore plus loin. Tu allumes ta télé, il y a des produits qui te correspondent pour différentes raisons, mais ça peut être aussi le prix et qui peuvent te freiner. Puis il y a des produits en fonction de tes envies, de ton investissement, de ta capacité de pouvoir le faire. Tu n'es pas obligé de prendre ce produit. Tu n'es pas obligé de prêt, même si tu es capable de l'acheter. Et inversement. On est d'accord. Donc moi en fait le prix n'est pas un problème. C'est toujours simplement qu'est-ce que tu apprends et qu'est-ce qui est le contenu. Parce que le fond et la forme, on peut les dissocier. La forme, elle est discutable, elle est discutable. Le fond, là, il faut rentrer un peu plus. Moi, la personne qui vient, entre guillemets, éventuellement discuter avec moi du fond, ok, mais mets-y des arguments. Si tu me dis, par exemple, comment choisir un bon agent, d'accord? Mais ça, c'est pas une personne qui aura lu dans un livre comment le choisir ou d'un œil extérieur. Moi, quand j'ai choisi mon agent, c'était mon bon agent, mais pour moi. Mais moi, ce que je vais te donner, c'est pas que mon ressenti, c'est un ressenti du monde des agents. Et donc, choisir le bon agent, c'était mon agent. Mais moi, j'ai interrogé le milieu, j'ai regardé ce qui se passait, de bien ou de mal. Et voilà, je te donne un champ d'expérience et surtout une piste de recherche. Exemple, je suis papa d'un gamin de 16-17 ans, mon fils a un potentiel, je suis approché par des agents. Quelles sont les premières questions que tu vas demander à cet agent? Est-ce que c'est quel est l'accompagnement? Quels sont les services proposés par votre cabinet? Voilà. Quelle est votre projection pour mon fils? Quelle est votre raison? Et en fait, tous ces trucs-là, tout le monde les sait, mais personne ne le sait au final. Et donc, ma formation, elle est pas simplifiée dans le sens, c'est
réunir tous les tutos qui existent partout sur la préparation physique, la préparation mentale, le parcours DTN, le parcours ceci. Non, c'est pas ça. Il y a de ça, mais de temps, il y a aussi du questionnement, il y a du travail individuel. À la base, je suis formateur. Moi, je me suis entouré de formateurs pour que les enfants, en plus, aient un travail individuel à faire. Moi, c'est pas un livre à lire, hein. C'est pas un livre à lire. Il y a des contenus vidéo, il y a mon expertise, il y a de l'expertise d'experts, il y a du travail individuel pour que tu arrives, en fait, tu es passé ton CAP, je sais pas si tu te rappelles, les CAP métier du football, BEP métier du football, bac pro métier du football, et que demain, bah, tu arrives avec le bac pro. Il n'y a pas de certification à ma formation, pour l'instant. Il n'y a pas de certification, mais en tout cas, je pense que tu as plus de chances d'intégrer une formation qui balaye le contenu global, d'appréhender le milieu. Et ça ne te garantit pas de réussir, parce que c'est très complexe. Mais si déjà tu le comprends mieux, peut-être que tu peux mieux t'y adapter et tu peux avoir une meilleure interprétation. Après, tu en feras ce que tu veux. Tu réussiras ou tu ne réussiras pas. Moi, simplement, ce que je te dis, c'est que ma carrière, je pense l'avoir réussi. Mais ça s'est joué à ça. Si j'avais pas eu, bien sûr, et ça se résume pas qu'à ça, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais il suffit de bien s'entraîner le matin, mettre les crampons, avoir de la volonté, avoir de la détermination. » Être motivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, être motivé? Aujourd'hui, il y a des techniques pour t'apprendre à être motivé, à être déterminé. C'est pas simplement... ouais, tu sais, c'est comme souvent on entend au bord d'un terrain, peu importe le sport. Ouais, sois motivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Explique-moi. Ouais, tu donnes des ficelles en plus. Mais bien sûr, je donne des outils. Quand je t'explique que, par exemple, moi je me suis retrouvé au travers du parcours qu'on a discuté. Quand tu te retrouves tout seul, il pleut, tu viens de te battre avec ton entraîneur. Je prends un cas extrême. T'as ton engin qui veut plus de toi. Tu te retrouves comment là? Là, t'es tout seul. Et t'as beau avoir ta carte bleue et aller au DAB et à retirer, t'as de l'argent. Mais c'est quoi ça? Toi, ta passion, c'est le terrain, tu veux jouer. Souvent, quand les mecs ils te disent, bah, mec, je schématise, mais ouais, mais c'est bon, t'as vu, avec l'argent, c'est facile. Mais tu te rends compte que la plupart des mecs, que ce soit les plus grands joueurs, quand ils ne jouent pas, ils sont tristes. C'est pas quand ils n'ont pas d'argent, c'est quand ils ne jouent pas. Donc en fait, c'est tout un accompagnement qui est valable aussi parce qu'elle est immersive, la formation, elle est aussi pour les parents. Et le mec qui me dit, ou le groupe qui pourrait éventuellement me dire t'es un escroc, je leur demande de venir avec moi et qu'on discute du fond, simplement du fond. Parce que c'est ça l'essentiel. Quand on me dit, oui mais tu donnes du rêve, ah ouais? Mon fils il était dans une école de commerce, on me dit mais voilà. On peut dire voilà. Dire voilà. Et bien sûr, tu vois par exemple sur mon site, un truc qui était essentiel pour moi, c'était de mettre un astérix. Des fois l'astérix il est tout petit, puis c'est tout en bas. Ben, je l'ai mis assez fort, pour justement dire que la promesse elle est peut-être grande, et oui, elle est forte. Mais ce n'est pas gage de garantie, mais comme dans tout dans la vie, si tu n'y mets pas de l'implication dans une formation, et quelle qu'elle soit, si tu n'es pas habité par ta vouloir réussir, y travailler, ne pas, ne pas subir la formation, d'y être en immersion et de façon active, mais je te le dis tout de suite, quoi que tu fasses, tu n'y arriveras pas. Par contre, cette formation-là, mais il y en a aussi plein d'autres. Mais il y en a aussi d'autres, dans d'autres domaines. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est déjà toi, ta capacité à y aller et à t'investir qui va faire que tu auras plus de chance. Et oui, tu auras plus de chance. C'est pas utopique, c'est pas un rêve. Il y a plus de chances à avoir tous ces outils. Exemple, si tu sais bien maîtriser ton téléphone, ça t'évitera de faire des conneries. Ah ouais. Si tu as tes mots de secours qui sont un peu garés quelque part, ça t'évitera d'être dans la merde. Pas tout ça, mais c'est pas que des trucs et astuces. C'est pas... tu sais, il y a un livre qui a cartonné, hein, une ribambelle d'ouvrages. Le foot pour les nuls, savoir regarder un film pour les nuls, savoir cuisiner pour les nuls. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas des trucs et astuces, ça n'a rien à voir. C'est pas des tutos. Moi, je te mets pas tout dans une recette et puis tu vas faire un super plat, entrée, plat, dessert.
c'est t'expliquer, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Moi, j'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai eu un parcours atypique ou non, derrière enrichissant, j'ai ouvert un restaurant, j'en ai ouvert un deuxième, j'ai bossé à la télé, j'ai fait des formations sur les réseaux sociaux, sur le web marketing, j'ai été formateur, je suis entraîneur de jeunes, j'ai été entraîneur de seniors, j'ai été à Angoulême dans la galère, à faire un caddie avec 3 collègues. Je t'explique le métier, je t'explique comment ça se passe. Parce que c'est pas que simplement de regarder sur les réseaux sociaux et que le mec il gagne 3 millions d'euros par an. Bien sûr que c'est génial, mais c'est pas que ça le métier de footballeur. Contrairement. Bien au contraire. Mais dis-moi, aujourd'hui, par honnêteté et objectivité, qui c'est qui t'explique? Steve, brièvement, pour terminer vraiment, le mot de la fin. On pourrait jamais s'arrêter. C'est clair. Le mot de la fin, je te laisse dire ce que tu veux, tu regardes la caméra et tu termines comme tu l'entends. C'est vrai? Ouais. Pourtant, t'as vu, quand je commence à parler, tu vois, quand je suis quelqu'un d'investi et de passionné, tout simplement, tu sais, j'ai entendu dernièrement, il fallait croire en ses rêves, tu vois. En fait, croire en ses rêves et faire que ses rêves deviennent une réalité. Mais en fait, ces 2 phrases, faut pas y mettre de points ni de virgule, faut simplement les mettre entre parenthèses et dire, en fait, c'est croire en ses rêves et le fait que vos rêves deviennent réalité, c'est le travail. Tu ne pourras rien obtenir si tu ne travailles pas et tu ne t'engages pas. Donc engagez-vous dans tout ce que vous faites. Moi je terminerai par Steve Savidan et Sylvester Stallone, les mêmes initiales, et un parcours à la Rocky. Tu es parti d'en bas pour monter tout en haut. Et je termine, cette fois je te vole ta phrase, toujours au taquet. Toujours au taquet. Alors ça c'est vraiment inscrit dans la tête, il faut toujours être au taquet. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Merci beaucoup.